Société, droit et liberté avec Frédéric Bérard à C'est jamais pareil. Frédéric Bérard est docteur en droit, avocat et chroniqueur sur différentes plateformes. On lui parle un mercredi sur deux. Salut Frédéric Bérard. Salut Frédéric Tremblay. Je veux qu'on commence avec un cas qui est survenu dans le judiciaire ici à Saguenay. Un individu d'Allemand qui était condamné à 5 ans de prison pour des crimes à nature sexuelle commises sur des mineurs. Lorsqu'il a reçu sa sentence, son avocat a demandé, en fait, il s'attendait peut-être à une peine allégée de par son âge. C'est pas la première fois qu'on entend ce genre d'argument avancé par des avocats mentionnant « mon client a atteint un tel âge, est-ce que c'est nécessaire de l'envoyer en prison? » Est-ce que l'âge peut avoir une influence sur la décision des juges et sur les sentences? En théorie, non, mais en pratique, oui. Dans l'optique où nous sommes tous égaux devant la loi, sauf évidemment si on parle de mineurs, là, de toute évidence, ça, c'est autre chose. Mais pour le reste, oui, nous sommes tous égaux. Le régime s'applique de manière, théoriquement parlant, uniforme. Mais reste que dans les faits, évidemment que les juges prennent en considération ce volet, comme ils prennent en considération d'autres aspects aussi. On se souvient notamment la condamnation d'Edgar Fruitier. Qu'est-ce qui est plaidé par les avocats dans ce temps-là? C'est monsieur le juge, madame la juge. Vous voyez bien que mon client n'est plus un danger pour la société. Il est maintenant âgé de, je sais pas moi, disons 85, 90. Quel avantage la société en tirait de l'envoyer croupir en prison pour les dernières années de sa vie. Donc, bref, il y a des arguments de sympathie dans un certain sens, mais aussi d'évaluation du danger pour la société, comme je l'expliquais. Mais c'est choquant, ça, pour les victimes ou les familles des victimes, que ce soit considéré, parce qu'elles ont été, donc, la cible de ces crimes, même si ça remonte à plusieurs années. Donc, comment c'est reçu par les principales intéressées? Là, évidemment, c'est du cas par cas. Faut voir qu'est-ce qu'il y en est. Là, je peux pas répondre pour la globalité des victimes et leurs proches, évidemment, mais très certainement, puis c'est un peu ce que je disais, en théorie, les juges appliquent la loi de manière, c'est pas parce que tu as 92 ans que tu mérites une pitié additionnelle. Par contre, je pense que l'argument tient la route si on se dit, est-ce que cette personne-là est déjà assez punie, sachant qu'elle va être justement condamnée à 5 ans de prison à un âge qui est tellement avancé qu'on sait bien que, de un, ce n'est plus un risque pour la société, et de deux, de finir sa vie en disgrâce. Est-ce que c'est pas suffisant? Donc, ce sont des critères du genre qui peuvent être évalués. Évidemment, tout dépend des juges, ça va de soi. Tout dépend aussi du crime comme tel. Si on parle d'agression sexuelle, là, évidemment, c'est autre chose que si on parle, je sais pas moi, d'un vol de dépanneur en 1972 pour une valeur de 42 $. Parlons politique maintenant. La semaine dernière, Pierre Poilievre déclarait dans un balado conservateur, le Norton's Perspective, que beaucoup de scandales de l'ère Trudeau auraient dû mener à des peines d'emprisonnement. Il faisait référence au voyage de Justin Trudeau sur l'île privée de Lagacan ou encore de l'affaire SNC-Lavalin. Pierre Poilievre qui a également critiqué le leadership de la GRC dans ces dossiers. Il mentionne que si la police avait fait son travail au lieu de protéger Justin Trudeau, il aurait été accusé au criminel. Ses propos ont été vertement critiqués par autant des analystes que même au sein des troupes conservatrices. Quel regard portes-tu sur ces déclarations de Pierre Poilievre? Moi, ça me fait beaucoup rire, parce que on se souvient les résultats de la dernière élection. C'est plutôt unanime chez les commentateurs dont je suis. Poilievre a perdu cette même élection essentiellement pour deux choses. Trump au sud de la frontière et le fait qu'il avait l'air d'un mini-Trump depuis très longtemps. Qu'est-ce qu'il est en train de faire, Poilievre, sinon que réutiliser de manière intégrale la cassette trumpiste? On devrait les faire enfermer, on va les faire arrêter. Je veux dire, c'est classique Trump. Alors, si Pierre Poilievre veut continuer à jouer dans ce film-là, grand bien lui fasse. S'il n'a pas eu sa leçon en avril dernier, grand bien lui fasse x2. Mais moi, j'ai comme fortement l'impression que s'il y avait une élection encore demain matin, on pourrait lui rappeler que ici, au Canada, peut-être qu'on n'en veut pas de Trump pour des raisons qui me semblent parfaitement légitimes. T'as beau détester Justin Trudeau, ça c'est tout à fait correct, mais de menacer d'utiliser l'appareil judiciaire, l'appareil policier pour arrêter un opposant politique, franchement, je ne sais pas quoi dire de plus, sinon que c'est non seulement affreux,
mais c'est absolument dangereux pour la démocratie parce que malheureusement, il y a des gens plus vulnérables d'esprit, il n'y en a pas beaucoup, mais il y en a quand même, qui disent « Ah ben oui, on devrait faire arrêter Trudeau, c'est une bonne idée. » Est-ce qu'on veut vraiment vivre dans un univers comme celui-là où celui qui est au pouvoir ou celui qui aspire à l'être te parle d'emprisonnement? On est, comment je dirais, quand on adopte ce type de posture-là, c'est pas une posture qui est québécoise, c'est pas une posture qui est canadienne, c'est une posture qui est plutôt digne des régimes fascistes, disons-le précisément. Mais est-ce que ces propos pourraient trouver écho au sein d'une frange de la part du Parti conservateur? Parce que je vais donner comme exemple Donald Trump. Lorsqu'il avait des propos comme ceux-là il y a 10 ans, même au sein du Parti républicain, on était choqués, on se disait, voyons, ça n'a pas de bon sens. On a vu à quel point les choses maintenant, et peu importe ce que Donald Trump dit, maintenant, il y a des élus républicains qui se rangent derrière lui. Alors, je me demande si certaines positions de Pierre Poilievre, aussi controversées, pourraient trouver écho et avoir des partisans au sein même du Parti conservateur. Ben ça, tu as raison de le dire. Tu fais bien de mentionner aussi l'évolution du Trumpisme à travers les récentes années aux États-Unis, parce que c'est exactement ce qui est arrivé. Donc, au début, le Parti républicain était plus ou moins choqué. Mais par la suite, bon, on l'a vu, hein, il finit par se ranger derrière Trump à 2 fois plutôt qu'une. Sauf que, si c'est ce qu'essaie de faire Poilievre ici, moi, je crois, puis je peux me tromper, l'histoire le dira, mais j'espère avoir raison sur celle-là, c'est que le niveau de littératie politique au Canada est plus élevé, de manière assez importante, qu'aux États-Unis. Dans l'optique où tu peux pas dire des bêtises, des niaiseries du genre, sans qu'il y ait un impact. Par preuve, le résultat de l'élection d'avril dernier. Puis là, tu comprends bien que je suis pas en train de vanter Mark Carney, je suis seulement en train d'expliquer pourquoi Pierre Poilievre a perdu. Alors, s'il veut rejouer ce jeu-là, celui du Trumpisme, moi, j'ai l'impression que les Canadiens risquent de se rebuter davantage. Évidemment qu'il y a une portion de son parti qui est bien excitée, qui enverrait Justin Trudeau en prison en applaudissant, ça, on le conçoit bien. Mais est-ce que c'est une majorité d'électeurs qui finirait par embarquer dans ce type de narratif au cours des prochaines années? Moi, j'en doute très, très, très fortement. Et si j'ai tort, eh bien là, ça va peut-être être le temps de plier bagage et de faire autre chose de ma vie. Frédéric Bérard, on va souligner bientôt le 30e anniversaire du référendum de 1995. Ça a déjà débuté dans les médias avec des dossiers spéciaux, des entrevues, des rétrospectives. Et pendant ce temps, le chef du Parti québécois, Paul Saint-Pierre Plamondon, garde le cap avec son intention de tenir un 3e référendum s'il est porté au pouvoir dès son 3e mandat. Il y a plein de choses qui ont changé depuis 30 ans. Il y a la loi sur la clarté référendaire, il y a le climat. Est-ce que le scénario d'un 3e référendum est une stratégie risquée, à ton avis, de Paul Saint-Pierre Plamondon? Ben, c'est risqué quand on voit les sondages. Ceci dit, le taux d'appui au oui a toujours été dans ces eaux-là, hein, 35, 37, 38. Donc là-dessus, c'est pas nécessairement une catastrophe, hein, parce que quand on ne parle pas de souveraineté, évidemment, ben celle-ci a tendance à stagner. Quand on en parle, par exemple, dans une campagne référendaire, évidemment, ou même avant cette campagne-là, on remet le sujet à l'ordre du jour et les gens se positionnent. Ceci dit, où il y a un bémol énorme, pour pas dire un mur de briques devant Saint-Pierre Plamondon, c'est toute la question, justement, de ce qui se passe aux États-Unis. Je le répète encore une fois, les Canadiens ont voté contre Poilievre, mais ils ont aussi voté un peu pour Carney dans l'optique, se sont dit, ben, c'est lui qui va être le mieux placé pour faire face à Donald Trump. Donc, quelle serait la rhétorique d'un Plamondon ici? C'est-à-dire, ben, si le Québec est souverain, Trump va nous respecter, Trump va nous laisser tranquille, va nous laisser parler français. Je pense qu'il n'y a personne qui croirait à ce type de vœux pieux dans un premier temps. Et dans un deuxième temps, est-ce que le Québec, au-delà de l'indépendance, est-ce que qui est le fond, le contenu, est-ce que le Québec est prêt au processus du référendum? Et là, je ne sais pas de faire peur aux gens comme ça, je réfléchis seulement en voix haute. Je suis pas certain, moi, qu'avec tout ce qui se passe en ce moment, il y a un appétit d'importance chez les Québécois pour aller se plaquer dans un processus référendaire, particulièrement pas lorsqu'on est en pleine guerre tarifaire et contre-tarifaire avec les États-Unis, qu'on soit souverainiste ou pas. Et évidemment, il ne faut pas non plus raconter des bêtises. Quand on regarde, par exemple, ce qui s'est passé avec le Brexit au Royaume-Uni, il y a toujours une période d'instabilité économique qui accompagne ce processus-là. C'est indéniable, on n'en sort pas. Et est-ce qu'on veut vraiment jouer dans ce film-là alors qu'il se passe ce qui se passe actuellement aux États-Unis? J'en doute. Est-ce que la loi sur la clarté référendaire, je l'ai évoqué tout à l'heure, a changé la donne pour ceux et celles qui désirent tenir un référendum, pas seulement au Québec, même au Canada, je dirais même, pour les autres provinces? Là?
Écoute, ça, ce serait une question pour une entrevue d'au moins 2 heures. Alors, je me porte disponible et volontaire. Mais ce que je peux te dire pour tout de suite, c'est que Québec avait répliqué avec sa loi 99, qui a répliqué donc à l'offensive d'Ottawa, loi 99, qui a été validée par les tribunaux par la suite. Est-ce que ça dit la loi sur la clarté référendaire, notamment ces 2 choses, c'est que les acteurs politiques, dont Ottawa, pourront considérer la clarté de la question. Donc, si Saint-Pierre Plamondon est premier ministre, acceptera-t-il qu'Ottawa puisse dire « Moi, je considère que la question est claire ». Franchement, j'en doute très, très, très fortement. Or, c'est ce qui s'est passé, on s'en souvient, au Royaume-Uni, lorsque Londres et Édimbourg, en Écosse, s'étaient entendus sur la question référendaire applicable. Donc, en bref, il y a plusieurs enseignements d'étrangers qui pourraient être pertinents ici, peut-être. Et la loi sur la clarté, est-ce qu'elle s'appliquerait in extenso? J'ai un doute. Pourquoi? Parce que justement, comme je l'expliquais, la loi 99 vient contrecarrer son application. Alors, on serait dans une espèce de foutoir légal assez spectaculaire, surtout que la Cour suprême, dans son renvoi sur la sécession du Québec en 1998, donc avant la loi sur la clarté, vous avez dit, ce sont aux acteurs politiques de déterminer de la clarté et de la majorité applicable, à savoir celle-ci, est-ce que celle-ci était suffisamment claire? Et elle a aussi dit aux acteurs politiques, moi je vous dis, là, majorité claire, question claire, arrangez-vous avec ça et surtout, ne revenez plus jamais me voir pour me demander si la question ou la majorité est claire. Arrangez-vous entre vous. Donc, est-ce qu'on peut certainement penser que Plamondon et un Carney, par exemple, pourraient s'entendre à la fois sur la clarté d'une question et de la majorité? Il y a un petit quelque chose en moi qui me dit que peut-être qu'on est dans un cul-de-sac. Bon, on a réussi à condenser 2 heures en 2 minutes. C'est pas mauvais. Frédéric Bérard, 2 questions bonus en terminant. Est-ce que tu les acceptes ou pas? Les questions bonus? Oui. Ben, c'est vous autres qui signez mon chèque de paie, hein. J'ai pas vraiment d'autorité là-dessus. Non, mais c'est toi, c'est des questions surprises, là. Ah oui, ben je sais, ben, c'est bien la première fois que tu me demandes la permission, d'ailleurs. Allez, garde-toi. Bon, je sais que tu es amateur de baseball. Lorsqu'on s'est parlé pour la chronique hier, tu étais sur des sites transactionnels. As-tu réussi à dénicher des billets pour la Série mondiale? J'ai tellement de peine. En fait, je suis allé à la finale de conférence. Et j'avais la 2e rangée derrière. Je dirais pas combien je les ai payés, mais j'ai regardé hier, juste pour vous donner un aperçu, ces billets sont rendus à 25 000 $. Le billet? Non, quand même pas. Okay. Mais il y en a à 22 000, pas très loin d'où j'étais. Et les pires billets que j'ai vus, la paire, et quand je dis pire, là, tu trouves absolument rien, puis tu t'attrapes la nausée, c'est officiel, c'est 4 000 $. OK. Donc, je comprends que tu n'as pas de billet pour la Série mondiale. Pour l'instant. À moins que vous augmentiez ma paye, là, ouais. Ça va être difficile. Alors, un bon fauteuil devant le téléviseur, comme beaucoup d'autres partisans de baseball, Frédéric Bérard, c'est ce qui t'attend dès vendredi. Merci beaucoup, Frédéric. À bientôt. Bye-bye.